Bienvenue sur Géopolitis. N'attendez pas qu'on vous prive de l'information pour la défendre. Ça, c'est le slogan de Reporters sans frontières. L'information, c'est un droit, c'est une liberté, c'est une condition nécessaire à l'exercice de la démocratie, mais c'est un droit, une liberté et une condition qu'il faut sans cesse et partout défendre sous peine de les perdre. Voilà pourquoi on célèbre la Journée mondiale de la liberté de la presse. Cela fait 20 ans que l'on observe cette journée de la liberté. Liberté et sécurité pour les reporters de presse sur le terrain, en particulier dans les zones de guerre. Liberté et sécurité aussi pour les journalistes bâillonnés, censurés, poursuivis, condamnés à la prison ou au silence. Liberté enfin pour Internet, à un moment où les cyberattaques contre la presse se multiplient. Géopolitis se joint à ce combat sans fin où le droit à la liberté se conjugue parallèlement à un devoir de responsabilité. On ne sait guère, c'est la Suède qui a été le premier pays au monde à instituer le droit de la presse. C'était en 1766. Depuis cette date, dans la Constitution, il est expressément interdit de limiter le droit de publication. En France, lors de la Révolution de 1789, il est écrit noir sur blanc dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, je cite, que tout citoyen peut parler, écrire et imprimer librement. Bref, un peu partout, des textes, des résolutions, des engagements sont pris et rédigés pour garantir la liberté de la presse. Et pourtant, en l'an 2013, et au-delà des journalistes que l'on attaque et que l'on muselle, il y a, Reporters sans frontières les a identifiés, il y a 5 ennemis d'Internet, des États particulièrement actifs dans la surveillance des médias. Il s'agit de la Syrie, de l'Iran, de Bahreïn, du Vietnam et de la Chine. La Chine, accusé de nombreuses cyberattaques et dont on garde un souvenir cuisant dans l'un des plus prestigieux organes de presse du monde, le New York Times. I think that any media company doing real reporting about government activity that a government might be embarrassed or fearful of is open to this sort of cyber espionage. And it's just something we're all going to have to live with and deal with and figure out. It's a different world in the sense of the security profile that companies and individuals need to deal with from here on in. Face aux menaces, aux attaques et aux pressions, cette journée mondiale de la liberté de la presse a choisi le thème suivant, parler sans crainte. Et il s'agit aussi de lutter contre l'impunité des crimes commis contre la liberté d'expression. C'est une triste statistique. Il meurt en moyenne 2 reporters par semaine, 2 journalistes tués dans l'exercice de leurs fonctions. Pour l'année 2012, on arrive ainsi à un record, si l'on peut dire, de 141 morts. La situation est toujours aussi dangereuse pour les reporters de guerre en Syrie, comme ici à Homs, lors de la mort du journaliste français Gilles Jacquier. Situation dangereuse aussi au Pakistan, en Afghanistan, en Somalie ou en Cisjordanie. À Genève, la campagne du mouvement Presse Emblème réitère son appel aux États membres des Nations Unies pour qu'ils établissent enfin des principes contraignants afin de mieux protéger les journalistes dans les zones dangereuses. Presse Emblème et l'ONU remarquent par ailleurs que dans 9 cas sur 10 de journalistes assassinés, les auteurs des crimes ne sont jamais identifiés et poursuivis. C'est cette impunité qui contribue à perpétuer le cycle de violence contre les envoyés spéciaux de la presse. On les surnomme les prédateurs censeurs. Ce sont des rois, présidents ou chefs d'État, pour le moins autoritaires, qui contrôlent l'information aussi étroitement que leur pays, ceci allant de pair avec cela. Dans ce classement établi par Reporters sans frontières, sont montrés du doigt des pays comme le Rwanda, la Gambie, l'Érythrée, Djibouti ou encore la Guinée équatoriale. Mais sont aussi encouragés les efforts réels de pays comme le Sénégal, le Libéria ou le Ghana qui changent leur mentalité ou réécrivent leurs textes juridiques. Ailleurs, en Afrique du Nord par exemple, après les différents mouvements des printemps arabes, on voit, note RSF, on voit des progressions démocratiques réelles en matière de presse en Libye, mais des situations à nouveau préoccupantes en Tunisie et en Égypte, avec une multiplication des agressions contre des journalistes et aussi des retards considérables dans la mise en œuvre de lois ou décrets-lois assurant l'indépendance des médias.
Du côté de l'Asie, c'est un changement spectaculaire. En Birmanie, par exemple, c'est à noter, on vient de libérer le dernier journaliste emprisonné dans les geôles de l'ancienne dictature militaire. A priori donc, de moins en moins de censure dans le pays d'Aung San Suu Kyi. Tel n'est pas le cas au Laos, au Vietnam ou en Corée du Nord, 3 pays tout en bas du classement de RSF. Statu quo en ce qui concerne l'Europe, dont 16 pays figurent dans les 30 premières places du classement. Dans le bas de ce classement européen, on place la Hongrie, la Grèce et les Balkans et on les accuse de graves dérives. Tout en haut de la liste, un trio composé de la Finlande, des Pays-Bas et de la Norvège. 3 pays qui, a priori, semblent correspondre au profil défini par le Conseil des droits de l'homme de l'ONU qui a adopté l'année dernière à l'unanimité une résolution qui dit ceci et qui invite à promouvoir un environnement sûr et favorable aux journalistes pour permettre à ceux-ci de faire leur travail de manière indépendante et sans ingérence excessive. L'invité de Géopolitis, Thérèse Obrecht-Hodler, qui est présidente de Reporters sans frontières Suisse. Il est beau, ce slogan, hein. N'attendez pas qu'on vous prive de liberté avant de la défendre. Il est beau, mais est-ce qu'il est entendu? Et pas seulement par les journalistes. C'est vrai que dans un pays comme la Suisse, c'est parfois assez difficile de faire comprendre aux gens que l'information est essentielle pour tout le monde et que c'est une valeur extrêmement fragile qu'il faut protéger et défendre. Donc c'est pas seulement du corporatisme. C'est facile pour moi de le dire, mais c'est pas ça. Nous défendons pas du tout un droit corporatiste des journalistes, nous défendons un droit fondamental qui est le droit à être informé. Voilà. L'une des premières libertés, c'est la sécurité des journalistes et on a beaucoup, et hélas, parlé des reporters de guerre qui sont tués. Ça fait partie des risques du métier, sauf une chose, l'impunité. Est-ce que c'est si grave que ça, cette impunité qui semble frapper tous ceux qui tuent des journalistes? Oui, c'est tout à fait ça. L'impunité, même dans des pays prétendument démocratiques. Souvent, les journalistes ne sont pas défendus. Enfin, les criminels qui ont éliminé un journaliste ne sont pas traduits en justice. Et ça envoie forcément un signal très puissant à tous ceux qui veulent réduire au silence une voix qui dérange, c'est-à-dire tuer un journaliste et vous ne serez pas puni. Réduire un journaliste au silence, sans forcément le tuer, c'est aussi frapper du sceau de l'impunité, ça? Oui, tout à fait. Certains pays. Tout à fait. Bien sûr. Et pas seulement les dictatures, hein, très lointaines. Non. Et si vous voulez, moi je dirais depuis les guerres yougoslaves dans les années 90, les journalistes sont vraiment devenus des cibles. Donc on sait que c'est bien de tuer des journalistes. Donc ils ne sont pas seulement tués par accident, c'est ce que vous voulez dire? Ah, mais bien sûr, oui, tout à fait. En Irak? En Afghanistan? En zone de conflit, de toute façon. Là, il y a souvent des accidents, mais ils sont aussi devenus des cibles. Et en Syrie, bien sûr, les journalistes sont éliminés si possible. Ou pris en otage. Ou pris en otage, oui. Alors, comment est-ce qu'on peut améliorer ça? Parce que c'est bien de dire qu'il ne faut pas que l'impunité soit la règle, il faut que ce soit l'exception, mais comment on agit sur les gouvernements? C'est pas leur souci principal. Ça devrait devenir une priorité. Il y a des résolutions de l'ONU pour la sécurité des journalistes. Alors nous revendiquons que ces résolutions, que les lois internationales qui suffisent en fait pour protéger les journalistes soient observées par les États, que les criminels qui tuent un journaliste soient traduits en justice. Nous exigeons aussi que ces lois s'appliquent à tous les émetteurs d'informations. Par exemple, des non-professionnels, des netizens, des net-citoyens qui prennent souvent le relais des journalistes dans les pays en guerre, parce que les journalistes sont tués, parce qu'ils ont émigré ou parce qu'ils sont en prison. Donc que ces lois de protection s'appliquent à toutes les personnes qui émettent des informations. Donc pas seulement aux journalistes, mais je dirais aux sources d'informations. Aux sources d'informations, parce que de plus en plus, dans les pays comme l'Iran, la Syrie, actuellement, ce sont des citoyens ordinaires, si vous voulez, qui transmettent les informations par téléphone mobile, par Internet. Donc, c'est une source tout à fait importante pour nous. Évidemment, la vérification est d'autant plus difficile quand on ne sait pas très bien d'où viennent ces informations, mais c'est devenu, au printemps arabe, on l'a vu aussi, les informations sont venues très souvent de citoyens ordinaires, de netizens, net-citoyens. Je voyais dans le site de RSF mondial ce kit de survie
mais survie informatique pour les journalistes. Digital, oui. Digital, c'est quoi ça? Un gilet pare-balles, on a compris, mais c'est quoi ça? Oui, alors vous m'avez demandé qu'est-ce qu'on fait pour les journalistes. On leur prête aussi des gilets pare-balles, des casques, des bornes de détresse. On a une hotline 24 heures sur 24. On offre des assurances pour des journalistes indépendants. Mais le kit de survie digitale est une sorte de gilet pare-balles digital. Parce que les journalistes aujourd'hui, quand ils vont sur le terrain, ou ceux qui travaillent dans les pays en guerre, ils doivent connaître les technologies, ils doivent savoir comment ils sont traqués sur Internet. Parce que comme on sait, Internet, instrument de liberté, mais aussi instrument qui permet de traquer les dissidents et les opposants. Donc si vous ne connaissez pas, si vous n'avez pas le savoir-faire technologique pour protéger vos sources, pour vous protéger vous-même, il vaut mieux pas aller dans ces régions-là. Ça, c'est assez nouveau comme attaque sur la presse, parce que les gouvernements, eux, ont des services, c'est le cas de le dire, très spécialisés là-dedans. Donc la censure telle qu'on l'imaginait avec un ministre qui décide, c'est plus ça. Non, maintenant, c'est beaucoup plus subtil. Ah, là, on fait face à des services secrets, à des anciens militaires qui sont férus de censure digitale ou de technologie digitale. Et les journalistes, enfin, ils doivent connaître leurs adversaires d'une part, ils doivent connaître aussi les moyens d'échapper à la censure, d'échapper au contrôle, en tout cas, digital. À la surveillance, censure. Là, on pense par exemple à la Chine. C'est un bon exemple où visiblement il y a beaucoup de spécialistes au niveau du gouvernement. Mais qu'est-ce qu'on peut faire au niveau des journalistes? Les aider, oui, mais ça suffit? Ça ne suffit jamais, bien sûr. Mais en Chine, regardez, en Chine, on dit qu'il y a au moins 4000 hackers qui sont formés par le gouvernement pour traquer les dissidents, pour surveiller Internet. Mais ce qui est très nouveau et très réjouissant, c'est que l'information passe de toute façon aujourd'hui. Et les Chinois, qui sont très malins, ils ont compris ça. Donc, ils lâchent un peu du lest, ils savent qu'ils n'arrivent plus à tout bloquer. On l'a vu au moment du printemps arabe en Égypte. Oui. Ils ont essayé de suspendre l'Internet pendant 3 jours. C'est mécaniquement difficile. Et politiquement. Pas tellement, non. C'est pas difficile, mais ça arrête tout, ça bloque tout, ça bloque aussi les affaires du gouvernement. Donc ce n'est plus possible. C'est pour ça que c'est difficile, c'est que ça bloque tout. Ça bloque tout. Et pas seulement les activités. Vous pouvez suspendre les sites, vous pouvez censurer des sites, surveiller, etc. Mais tout suspendre et fermer complètement le robinet de l'information, aujourd'hui, ce n'est plus possible. Reporters sans frontières a encore beaucoup de travail. Ça va pas. La liberté n'est jamais vraiment acquise. Non. C'est une formule qui est pas creuse quand même. Elle n'est pas du tout creuse. Et moi, j'aimerais beaucoup qu'on comprenne mieux aussi chez nous, aussi parmi les journalistes, par exemple, mais parmi les citoyens, qu'il faut utiliser notre liberté à nous pour protéger celle des autres. Merci, Thérèse Obrecht-Stodler. Je rappelle que vous êtes présidente de Reporters sans frontières Suisse. Merci à vous. Merci. En matière de liberté de la presse, on cite souvent le grand Albert Londres, célébrissime reporter enquêteur français du début du XXe siècle, l'homme qui, entre autres, avait dénoncé le bagne de Cayenne. Albert Londres qui, on ne le rappelle pas assez, liait la liberté de la presse à la responsabilité qui doit être celle du professionnel. Très exactement, le grand journaliste disait ceci: « Notre métier n'est ni de faire plaisir, ni de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie. » La vérité, c'est qu'on retient surtout la deuxième partie de la citation et peu la première sur le fait de faire plaisir ou de faire du tort. Albert Londres, qui n'était pas par ailleurs un grand modèle de vertu, aurait certainement beaucoup à dire ces temps-ci, notamment dans le monde occidental, quant à une presse qui cherche de fait à se faire plaisir en faisant du tort et en oubliant trop souvent d'enquêter journalistiquement sur l'état de la plaie avant d'y tremper sa plume, démontrer, oui, sans entrave, mais non sans preuve, ne serait-ce que par respect professionnel pour les journalistes de par le monde qui ont souvent des preuves, mais sont entravés au point de devoir garder le silence. Et sur la page web de Géopolitis, préparée par David Nicole, posez vos questions sur la liberté de la presse à notre invité. En vidéo, ce qui se fait en matière de campagne de sensibilisation à la liberté d'expression. Le tout dernier classement de Reporters sans frontières sur les atteintes aux médias, pays par pays. Notre séquence en archive pour illustrer le fait que ces combats ne datent pas d'hier. Des liens utiles sur le sujet. Géopolitis en podcast. Et vous êtes toujours les bienvenus sur Géopolitis.